Laurent Berger, bonjour. Bonjour. D'après Michel Quimper, vous seriez un fils de John Lennon, de Renaud, de Nirvana et de Jacques Brel. Oui, on peut étendre la liste même. Il y a quelques autres qui m'ont amené à la chanson, enfin, qui m'ont permis de grandir là-dedans. Et puis j'ai écouté, j'ai pratiqué du rock, j'ai écouté des chansons, des chanteurs folk. Voilà, donc la culture est un peu plus large. Euh, et tout ça, j'ai l'impression que ça nourrit la chanson telle que je la fais aujourd'hui. Ouais. Quand on entend John Lennon et Nirvana, on aurait tendance à penser que c'est plutôt une influence musicale, Renaud et Jacques Brel une influence du côté des paroles. On peut trancher comme ça ou c'est allé un petit peu trop vite? Oui, ça allait un peu trop vite parce que notamment chez Lennon, moi j'étais à l'époque, je connaissais un peu mieux la langue anglaise parce que je la pratiquais un peu plus et que j'en écoutais plus aussi. Donc j'étais soucieux de ce qui était écrit et c'est vrai que je crois que Lennon a beaucoup expérimenté dans l'écriture. L'écriture automatique, l'écriture surréaliste, et puis de l'engagement aussi, des choses engagées, et puis des choses très personnelles, très intimes. Ouais, il s'est déchiré le cœur, je crois. Donc c'était vraiment sensible, vraiment personnel, et je crois que ça m'a touché au point d'essayer moi de mettre également des choses personnelles dans ce que j'écrivais, sans en faire, euh, sans en faire une psychothérapie. Et l'écriture musicale, c'est une écriture. Oui, bien sûr. Après, chacun a sa sensibilité et sa richesse. Moi, c'est vrai que ce que je trouve de cohérent dans ces influences-là, c'est le même goût d'une ou deux mélodies par chanson qui serait relativement accessible. Donc vraiment, il y a des beaux thèmes, il y a des chansons de John Lennon qui ont la grâce. Les musiques de Nirvana aussi, elles nous percutent tout de suite, elles nous accrochent tout de suite. Et je pense que c'est un facteur important dans la chanson aussi. Que ce soit chez Brel, que ce soit chez Renaud, il y a des mélodies évidentes. Et puis des climats. Moi, je suis très sensible au climat aussi chez Brel, par exemple. En presse, on dit qu'un journal, pour être lu, il doit être d'abord vu. Est-ce qu'on pourrait dire de la chanson, il faudrait d'abord qu'elle soit entendue? Bien sûr, je crois que c'est Brassens qui revendiquait l'idée que c'était la mélodie qui interpellait d'abord. Et puis on peut garder d'une chanson, on peut faire que siffloter le refrain sans avoir conscience de l'intégralité du texte ou du sens. Voilà, ça nous interpelle comme ça une chanson d'abord. Et puis il faut se sentir bien dedans musicalement avant d'écouter les paroles. Donc il faut qu'on y accède tout de suite, quoi. C'est la musique qui permet d'accéder au texte. Et aujourd'hui encore, vous écoutez de la radio, vous entendez une mélodie qui vous flatte, qui flatte les oreilles, c'est ça qui vous accroche vous aussi. Ah oui, moi je suis très sensible aux choses qui traînent comme ça, et puis après elle m'entête, quoi. Et quand une chanson me plaît, je peux l'écouter ou la siffloter La éternellement, quoi. sorinette. Ouais, 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 ouais. Et est-ce que le fait de composer des chansons, de les écrire, paroles et musique, ça a changé votre façon d'écouter les chansons des autres? Avez-vous perdu un peu d'innocence? Je sais pas, je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup approfondi ma culture en matière même de chansons, parce que j'ai découvert plein de gens et que j'en rencontre régulièrement, des gens qui font des choses nouvelles, des choses différentes, qui ont des influences différentes, donc ça me touche beaucoup, ça me plaît beaucoup. Des fois, je suis plus sensible à ceux qui font des choses très différentes de moi qu'à ceux qui font des choses plus proches. J'aime écouter, j'aime aller écouter. Des fois, je suis un peu frustré parce que j'ai pas la disponibilité ou j'ai pas le temps ou l'énergie d'aller écouter ce que font les autres. Mais non, non, j'ai pas perdu d'innocence, je crois pas. Après, j'avais déjà une certaine exigence parce que j'écoutais pas tout et n'importe quoi. Enfin, après, ça c'est subjectif. Mais donc, je reste dans les mêmes exigences, mais je suis pas plus pointu ou plus précieux. Je cherche pas forcément que ce soit poétique. Je suis encore, j'aime encore de la musique rock, j'aime encore des variétés, j'aime encore des choses comme ça. Faut qu'il y ait quand même un certain sens, un certain respect, je dirais. Faut pas que ce soit trop facile. Ça me déplaît. J'ai des enfants, j'ai des gens proches de moi qui écoutent parfois des choses plus grand public, et je me permets de leur dire que ça pourrait mûrir un peu.
En parlant de vous, on dit aussi que vous êtes épicurien, vous aimez la vie. Pourtant, vous mettez dans vos chansons autant d'utopie que de désenchantement. Bah, je crois que les deux font partie de la vie. Alors j'aime le plaisir, j'aime les bonnes choses, j'ai l'impression qu'on se sent vivant quand on apprécie des choses qui sont bonnes, qui nous font plaisir. Et puis on se sent vivant aussi des fois dans la souffrance, dans la blessure, dans l'incompréhension. Voilà, c'est pas les choses neutres qui nous font nous sentir vivants. Donc effectivement, il y a de tout ça. J'essaie de trouver le bon équilibre dans ce que j'écris entre le rêve sans être trop naïf, l'utopie sans être trop naïf, en ayant conscience du réel, et la dureté, les difficultés de la vie sans tomber dans le cynisme. Donc j'essaye de maintenir cette juste frontière, parce que le cynisme est une chose qui me fait peur, le nihilisme absolu, la noirceur totale qui nous fait vieillir trop vite. Il y a des chansons, des autres, qui ont marqué certains moments de votre vie, certains instants. Elles sont rentrées dans votre histoire ? Oui, il y a des chansons très fortes. Je ne les situerai pas par rapport à ma propre vie, forcément. Il y a des thèmes, il y a des choses comme ça, effectivement. Après, il y a des chanteurs. Ce que j'aime bien, moi, quand un chanteur me touche, mais pareil en littérature, j'aime bien aller découvrir tout ce qu'il a fait. Alors, je dis pas que j'ai lu tous les auteurs que j'ai apprécié, je dis pas que j'ai tout lu, ou les chanteurs, mais j'aime bien, et souvent une personne me touche dans son ensemble. J'aime bien rencontrer le bonhomme, quoi. Oui, il y a des chansons plus fortes que d'autres chez les uns, chez les autres, qui m'ont mise par terre, ouais, Alors ces temps-ci, qui écoutez-vous ? En ce moment, alors, souvent je me fais des cures pour revenir un petit peu en arrière à ma culture, à mes premières cultures, mes premiers amours. Alors des fois, je me fais des doses complètes de Brel ou de Brassens ou d'autres. Et en ce moment, je réécoute pas mal de Dylan. En fait, j'ai acheté d'autres albums puis j'ai lu le premier tome de ses mémoires, et qui m'ont donné envie d'y replonger. Et puis, comme je joue beaucoup en solitaire avec ma guitare, je me sens très folk. Alors voilà, j'ai repotassé ça, j'ai réécouté pas mal de choses, des choses que j'ai redécouvertes, des choses que j'ai découvertes parce que la discographie est tellement pleine et puis il y a toujours des choses qu'on redécouvre, quoi, à côté desquelles on était passé. Et puis pour parler chansons, là je viens d'être scotché par une chanson d'un Québécois qui s'appelle Stéphane Côté, Les Noms Perdus, et j'en parle parce que d'une façon assez monomaniaque, j'ai acheté l'album par internet la semaine dernière, et depuis j'ai dû l'écouter déjà une quinzaine de fois. C'est une très très belle chanson, allez écouter ça, ouais. Vous êtes passé par le Conservatoire national de Bourgoin-Jallieu. Oui, alors c'est un peu beaucoup de dire que j'y suis passé, parce que j'ai pas fait un cursus de conservatoire. Par contre, ils ont ouvert le conservatoire à des stagiaires en chanson sur le temps d'une saison. Donc c'était des rendez-vous d'un week-end par mois, si je me souviens bien, avec un intervenant professionnel. Donc moi j'y suis allé par deux fois, à 3-4 années d'écart. Une première fois avec William Scheller en intervenant, donc c'était assez important. Là, à cette époque-là, moi je faisais un peu de musique rock avec des copains en amateur, et puis j'essayais d'écrire des chansons de mon côté, mais c'était pas encore bien aguerri. J'y suis retourné 3-4 années plus tard avec Romain Didier en intervenant. Romain Didier, puis Alain Leprest était venu intervenir aussi sur l'écriture. Là, j'avais déjà commencé à me produire sous mes propres chansons, à essayer de chanter depuis, je sais pas, peut-être un an ou deux. J'ai plus tellement de repères, mais ça a été aussi un moment très fort. De William Scheller, qu'est-ce que vous retiendrez ? De sa présence, de son écoute par rapport à chacun, par rapport à des besoins très différents suivant les stagiaires. Donc il y avait une vraie disponibilité, un respect de ce qu'était chacun dans son parcours, notamment moi qui était vraiment débutant et amateur, et notamment qui n'avait pas beaucoup de vécu ni dans l'écriture ni dans la chanson. J'avais pas vraiment de choses concrètes à présenter. Et vraiment un souci de chacun, avec une accessibilité et le souci de partager son parcours sans frime et sans en remontrer, quoi. Vous avez autoproduit des albums, 3.
98, 2002, 2006. Le premier s'appelle toujours Laurent Berger, Oui. porte votre nom. Le deuxième, c'est La Belle Saison. Et le troisième, Au Pas Pressé. C'est difficile de trouver des titres d'albums ? C'est un exercice difficile mais intéressant. Intéressant c'est une contrainte, et quand on est contraint comme ça, mais pareil pour le titre d'une chanson par exemple, on cherche ce qui est le plus intéressant, le plus ressemblant parmi des chansons. Moi, j'ai envie que les chansons fassent. Je fais pas des concept albums. J'ai envie qu'un répertoire de chansons, ça puisse passer du coq à l'âne, et puis qu'il y ait des redondances, qu'il y ait des choses qui soient tissées entre les chansons, même si elles sont si elles sont l'une au début, l'une à la fin, qu'il y ait des choses comme ça dans le propos qui se retrouvent, même dans le propos musical. Donc il faut trouver le titre qui représente le mieux et ma démarche, et cet instant pris aussi avec les musiciens, et le regroupement, le choix du répertoire qu'on a fait. Alors j'aime bien maintenant choisir parmi les chansons un titre phare, celle qui pourrait le mieux représenter l'ensemble. Alors il y a Le Pas Pressé, qui était une chanson aussi relativement phare. La Belle Saison par exemple, qui hormis l'histoire même de la chanson, de ce qu'elle raconte, voilà, l'aboutissement d'un album, le vécu qu'on a avec les musiciens, c'est une étape à part dans le chemin de chanson, dans le chemin d'un chanteur. Donc c'est un beau rendez-vous. Donc je trouvais que ça correspondait bien. Le premier, c'était plus une façon de me présenter. Maintenant, beaucoup de gens qui l'apprécient, qui le connaissent, en ressortent une chanson qui s'intitule Plume, et me disent souvent l'album Plume. Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est celle-ci qui définissait le mieux, que j'aurais pu choisir à l'époque. Quand vous allez le rééditer, vous l'appellerez Plume. Non, je resterai fidèle à la démarche de départ. Vous avez tourné jusqu'au Mexique, oui, en 2008. En 2001, vous êtes parti en Turquie. Mm-hmm. Et en 2001 aussi, tout simplement, le festival à Bergerac. À Barjac, oui. Barjac, pardon. Des publics tout à fait différents. Tout à fait, oui. Un accueil tout à fait différent. Bien sûr, mais aussi important les uns que les autres. Alors j'ai une histoire particulière avec le festival de Barjac. Ça a été pour moi en 2001 un très beau rendez-vous. Il y en a eu d'autres depuis, puisque j'y ai rechanté, mais que j'y vais également en tant que public, et puis en tant qu'ami, parce que au fur et à mesure on rencontre plein de gens, d'amateurs de chansons, de publics, d'organisateurs aussi, qui ont tout, et d'artistes, et on a plaisir à s'y retrouver. Et il y a vraiment des liens d'amitié très forts qui se tissent. Et du coup, voilà, ça c'est une histoire particulière, mais le rendez-vous avec le Mexique, c'était un moment très fort pour moi, parce que d'abord, on se dit que quand on fait de la chanson française, on va chanter que dans des pays de la francophonie, donc la France, la Belgique, la Suisse, et puis le Québec, et puis d'autres qui ont parfois une culture, un passé un peu plus proche, mais on se dit qu'au Mexique, on n'a pas grand-chose à y faire. Et bien si, déjà il y a des alliances françaises qui font un travail, et puis là j'ai notamment en mémoire un concert qui se déroulait vraiment hors cadre des alliances françaises, et qui était organisé par un centre culturel mexicano-nord-américain, donc qui faisait des liens entre les États-Unis et le Mexique, et qui ont regroupé dans une très belle salle avec un beau piano, je ne sais plus, un Steinway ou un Pleyel, qui regroupait 200 personnes, dont peut-être une dizaine avaient vaguement des connaissances en français. Donc vraiment j'avais l'impression d'être tout nu. Et alors c'était un beau test, parce que j'ai prétention que les chansons, notamment, puissent fonctionner par leur musique, et pas que par le texte. Donc on puisse apprécier les chansons en tant que telles. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les Beatles, ou les gens comme ça, qui m'ont appris aussi. Et puis on a eu des applaudissements, une ovation, hein, et une séance de signature qui me laisse à penser que la culture française reste quand même appréciée, et il y a un rayonnement, il y a un goût, et je pense que les gens au travers du monde sont encore très attachés à ce que représente, ou ce qu'a pu représenter la culture française. Plus proche, il vous est arrivé d'être en résidence dans le théâtre, auprès du théâtre de Rio, à Grenoble, Oui. à la MJC Totem de Chambéry,
et ainsi qu'au Train Théâtre. Ça, c'est près de Valence, à Porte-les-Valences. À Porte-les-Valences, voilà. Lorsque l'on fait une résidence, est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est contraignant? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des situations qui donnent accès à la création la plus totale? Alors, c'est un échange bien sûr entre des salles qui ont là cette mission aussi. Pour eux, ouvrir leur salle à des artistes, non pas simplement pour des concerts, mais aussi pour leur permettre de travailler leur concert, tous les ingrédients du concert, avoir un temps pour travailler tout ça. Donc ça a été des rendez-vous spécifiques, ce sont toutes des salles qui ont un souci, une envie de chanson, qui travaillent sur la chanson, ou qui travaillaient, puisque le Théâtre du Rio est devenu autre chose depuis. Donc des gens qui me connaissaient, qui me côtoyaient, qui avaient envie de m'apporter quelque chose d'autre que de me programmer simplement dans leur saison. Et une de leurs missions, c'est de s'ouvrir comme ça, de nous accueillir pour pouvoir travailler, alors suivant les unes les autres. On a travaillé les lumières, on a travaillé l'interprétation au Train Théâtre par exemple. Moi j'étais pour le spectacle à l'affût avec Nathalie Fortin au piano. J'ai eu le plaisir de travailler avec Raymond Gary sur l'interprétation, sur la mise un peu en espace et puis sur les lumières. Vous chantez souvent seul avec la guitare, donc vos bras sont occupés. Oui. À ce moment-là, l'interprétation du comédien passe davantage par le visage. Voilà, elle passe par le visage, faut qu'elle soit vivante. Mais voilà, l'interprétation, c'est mettre de la vie dans la chanson. Donc on le fait avec les ingrédients qui sont disponibles. C'est vrai que les mains sont bien accaparées quand j'ai la guitare, mais le reste du corps doit être expressif. Et puis les gens sont focalisés de toute façon aussi sur le visage. Alors, on vous l'a dit certainement, vous avez un petit air de parenté avec Gérard Philippe. De parenté, non. Non, physique. Une ressemblance, paraît-il, physique, mais pas que. Puisque j'aime beaucoup dire les textes et puis que ma façon de chanter aussi est proche de là. J'aime beaucoup parler. Moi, je travaille beaucoup mes textes en les disant chez moi, en les remaniant comme ça pour les mettre à ma bouche, à ma façon de parler. Et j'intègre beaucoup de textes dits dans mon répertoire. Et beaucoup de ma façon de dire aussi leur fait penser aux gens à une culture plus proche d'un théâtre classique, ou radiophonique d'ailleurs. Des fois, on me dit j'ai une voix radiophonique. Est-ce que vous appréciez le théâtre? Vous allez au théâtre quand vous avez la possibilité? J'y vais peu, j'y vais peu par manque de disponibilité. J'aime beaucoup le théâtre, notamment les petites compagnies qui trouvent toujours avec peu de choses nous représentent beaucoup, trouvent les moyens avec je sais pas, une corde, une cagette, nous créent tout un espace, ou avec un ou deux comédiens. Voilà, j'aime beaucoup ces formes épurées. Ouais. Vous avez des projets futurs? Il y a un album là qui est en cours. préparation, qui a pris un petit peu de retard, mais qui est un rendez-vous avec Nathalie Fortin, avec qui je partage un programme, un répertoire, un spectacle à l'affût depuis 2-3 ans. Il a un titre déjà? Alors le spectacle s'appelle À l'affût. L'album, là on est en train de travailler dessus, donc jusqu'au bout, c'est un peu la dernière chose à mettre sur le disque. Il peut s'intituler comme ça, mais je me garde toute liberté au dernier moment de l'appeler autrement, parce que à mon goût, c'est un objet à part. De toute façon, c'est pas le spectacle, donc il s'appellera certainement autrement, mais ça, je ne le saurai qu'à la fin, même si j'ai quelques lubies en tête. C'est facile, mais je veux dire qu'on va être à l'affût quand même de sa sortie. Eh ben merci. Voilà. En vous remerciant et bonne continuation, bon cheminement, puisque le mot cheminement est un mot qui est important chez vous. Oui, merci beaucoup. Au revoir.